Bon, mais bonsoir à tous. Il nous fait plaisir de participer à cette rencontre ce soir. Alors, tout d'abord, on va vous parler du plan de la rencontre. Voilà. Alors, on va vous parler de la création des deux pôles du programme. On va vous parler également brièvement des avantages et limites de l'implant cochléaire. Aussi, on va discuter de comment on prend soin de son processeur et comment on peut optimiser les résultats avec l'implant. Puis finalement, on va vous donner des informations sur les rehaussements technologiques actuels. C'est sûr qu'on a bâti la rencontre en suivant les demandes de M. Labruyère là, qui provenaient des membres de l'association. Alors, le programme québécois d'implants cochléaires existe en fait depuis janvier 2023. Maintenant, le programme est divisé en deux pôles, un du côté est puis un du côté ouest. Donc, avant 2023, toutes les évaluations de candidature, les chirurgies et tout ce qui avait trait à la programmation, ça se faisait à Québec. Puis depuis 2023, ces services-là sont aussi offerts avec le suivi de programmation initiale intensive pendant un an au CUSUM à Montréal. Donc, on peut avoir les services des deux côtés, les mêmes services. Ensuite, on voulait vous glisser un mot par rapport aux critères d'admissibilité pour l'implant. Alors, c'est certain que c'est toujours en évolution. Euh, donc, avant, ça prenait deux oreilles qui avaient une surdité très importante pour être un candidat pour un implant, alors que maintenant, les gens peuvent avoir une oreille avec laquelle ils entendent assez bien, puis ils peuvent recevoir un implant du côté d'une oreille qui a beaucoup plus de difficultés. Donc, j'entrerai pas dans les détails, mais tu sais, ça explique qu'il y a quand même beaucoup de variabilité aussi dans les résultats d'une personne à l'autre. Au niveau des avantages d'avoir un implant, bien, c'est sûr qu'on vise à ce que les gens entendent mieux les sons, qu'ils comprennent mieux la parole dans le silence et dans le bruit, que ça demande moins d'efforts pour communiquer, puis ça assure aussi une stabilité dans le temps. Parce que l'implant, bon, c'est une machine, alors ça va rester stable au fil des années. Ça se détériorera pas. Puis au niveau des limites, ben c'est sûr que ça ne redonne pas une audition normale, c'est pas parfait. Fait que c'est pour ça que c'est bien important d'évaluer les candidatures, là, de prendre le temps, parce qu'on veut s'assurer que les gens aient beaucoup de chances d'avoir une amélioration significative avec un implant. Donc, il y en a qui sont candidats, puis il y en a qui sont refusés parce qu'on pense que ça leur donnera pas plus. Puis, au niveau des limites, ben, pour la compréhension de la parole dans le bruit ou en groupe, c'est sûr que ça demeure plus limité que quelqu'un qui entend normalement, mais on s'attend quand même à ce qu'il y ait une amélioration si la personne est acceptée. Pour ce qui est de l'écoute au téléphone, encore là, c'est sûr que c'est variable. Il y a certaines personnes qui vont bien comprendre des personnes connues, puis des personnes inconnues, puis il y en a d'autres qui vont avoir beaucoup de difficultés. Puis, pour ce qui est de l'écoute de la télévision, c'est la même chose. Il y a quand même de la variabilité aussi. Il y a certaines personnes qui n'auront pas besoin de suivre les sous-titres, mais la majorité quand même des gens continuent à suivre les sous-titres en utilisant leur implant. Puis, il y en a qui vont aussi utiliser un système d'écoute pour envoyer le son directement dans l'implant. Ça peut faciliter la compréhension également. Pour ce qui est de la musique, donc c'est sûr que les gens avec un implant vont entendre la musique. Il y en a qui vont trouver ça agréable, puis il y en a d'autres qui n'aimeront pas ça. Puis certaines personnes sont capables de suivre des paroles de chansons, alors que d'autres trouvent ça très difficile parce que ça reste que c'est quand même de l'écoute dans le bruit quand on essaye de comprendre les paroles d'une chanson. Merci Isabelle. Je vais prendre le relais
pour vous parler de comment on prend soin de son processeur. Donc, c'est important de placer à tous les soirs votre processeur dans le déshumidificateur. Donc, ça, c'est une boîte qui vous a été remise lors de votre programmation initiale. Souvent, les accessoires qu'on vous a remis viennent dans un sac à dos. Alors, c'est une boîte qui vous a été remise. Certains fonctionnent avec des pastilles qui peuvent absorber l'humidité. D'autres modèles ne fonctionnent pas. Donc, ça dépend beaucoup des modèles, mais on va vous recommander d'utiliser votre déshumidificateur à tous les soirs. Donc, ça permet de s'assurer que votre processeur, qui est des composantes électroniques, euh, soit moins humide. Donc, ça permet de faire durer plus longtemps votre processeur. Donc, il faut s'assurer d'utiliser la capsule pour les modèles qui ont besoin d'une capsule. Puis, dans le cas des capsules, il y en a certaines qui vont au micro-ondes, il y en a certaines qui sont jetables. Donc, vous pouvez tout à fait vous renseigner auprès de votre soutien technique ou de votre audiologiste pour savoir dans votre modèle à vous, est-ce que ça prend une capsule ou pas. Mais on vous recommande l'utilisation à tous les soirs. On vous recommande aussi pour prendre soin de votre processeur de le nettoyer régulièrement. Donc, quand il y a des saletés visibles, tout simplement. Donc, on n'a pas nécessairement de recommandations fixes à dire à toutes les semaines précisément, mais dès qu'on voit qu'il y a des saletés, au niveau du processeur, particulièrement au niveau de l'antenne qui touche aux cheveux. Donc, des fois, on a chaud, on a les cheveux un peu sales. Donc, c'est normal qu'il y ait des saletés sur votre processeur. On vous recommande de le nettoyer régulièrement. C'est correct d'utiliser des lingettes alcoolisées. Par contre, il faut faire attention de ne pas mettre de l'eau là, au niveau des microphones. Donc, il faut faire attention. Donc, ça peut être un linge sec aussi, comme un linge à lunettes, un linge doux. Donc, on peut frotter votre processeur pour le nettoyer. On vous recommande aussi, tout dépendamment du modèle de votre processeur, on vous recommande de changer les protecteurs de microphone à tous les 3 à 6 mois. Donc, les protecteurs de microphone, souvent, ça se retrouve sur le dessus de votre processeur au niveau de l'oreille en haut. Donc, ça va beaucoup dépendre du modèle. Encore une fois, si vous avez des questions à ce niveau-là, n'hésitez pas à poser la question à votre audiologiste. Monsieur Labruyère, je vois que vous avez une question. Oui, dans le chat, justement, on parlait du protecteur de microphone. Madame Suzanne Beaupré posait justement, c'est quoi un protecteur de microphone? Est-ce qu'il y en a des différents pour chaque appareil? Exactement, oui. Chaque modèle a des protecteurs de microphone. Certains modèles, toutefois, en ont pas. Comme par exemple, je pense à la compagnie Advanced Bionics, qui n'a pas nécessairement de protecteur de microphone sur le dessus. Il peut y avoir un protecteur de microphone au niveau du microphone qui se situe là, près de l'oreille. Mais règle générale, ça va être principalement sur les modèles de cochléar et les modèles. Ah, Tamara nous le montre à l'écran. Je ne sais pas si tout le monde peut voir Tamara. C'est pratique que Tamara soit au travail. Donc, je ne sais pas si tout le monde a accès à voir, mais là, Tamara en ce moment nous montre le modèle de cochléar. Donc, sur un papier blanc. Donc, là, ce qu'on voit, c'est le processeur. Puis Tamara va retirer le protecteur de microphone sur le dessus. Donc, j'espère que tout le monde a accès à voir Tamara qui nous montre ça. Alors, le protecteur de microphone, ce que ça fait, c'est que ça protège les microphones qui sont au niveau du processeur. Donc, ça les protège de la poussière qu'il y a dans l'air. Donc, c'est tout à fait normal quand on est dans des environnements poussiéreux. On veut protéger les microphones de la poussière qu'il y a dans l'air. Alors, le protecteur de microphone, pardon, sert à ça. Il sert à ce que la poussière ne s'accumule pas directement au niveau des microphones, mais plutôt au niveau du protecteur qui, lui, se retire facilement. Donc, on enlève le protecteur, puis on en remet un nouveau. Donc, les protecteurs, ils sont gratuits là, auprès de votre support technique durant toute la durée de votre vie. Donc, vous n'hésitez pas à contacter votre support technique. Donc, on recommande le changement aux 3 à 6 mois. Donc, ça, c'est un usage, un changement normal. Les gens qui travaillent dans des environnements très poussiéreux, on va peut-être le recommander plus souvent. Il ne faut pas hésiter. Donc, lorsqu'on change les protecteurs environ à tous les 6 mois, on ne se rend pas compte de la différence. C'est un petit peu comme un changement d'huile sur une voiture.
tout va bien aller. Par contre, si on oublie de les changer ou on ne fait pas faire d'entretien de notre processeur, à ce moment-là, au bout un an et demi, 2 ans, peut s'accumuler beaucoup de poussière au niveau des protecteurs de microphone. Puis quand le son essaie de rentrer au niveau de l'implant, ben malheureusement, le son est atténué parce qu'il y a trop de poussière. Alors, on fait juste enlever le protecteur, on en met un nouveau, puis magie, le son est meilleur. Donc, c'est pour ça qu'on recommande de le changer à tous les 6 mois, 3 à 6 mois, tout dépendamment, ou plus si vous travaillez dans la poussière. Donc, ça permet vraiment de prendre soin de son processeur et de s'assurer que celui-ci fonctionne bien tout le temps. Au niveau de la rotation de vos piles rechargeables. Donc ça, c'est quelque chose qu'on recommande lorsque vous recevez vos batteries rechargeables. Par exemple, que vous en avez 4. On vous suggère de les numéroter de 1 à 4. Puis ensuite, de les utiliser en rotation. Donc, la pile 1 la première journée, la pile 2 la seconde, et ainsi de suite. Puis lorsqu'on a terminé avec la quatrième, on revient à la première. Donc, quand on utilise les piles rechargeables en rotation comme ça permet d'avoir une durée de vie plus longue. Aussi, au niveau de comment prendre soin de son processeur, on vous recommande qu'en cas de coupure de son, changement de la qualité sonore, si vous entendez comme du grichage, à ce moment-là, ne pas hésiter à essayer de changer votre fil d'antenne. Donc, quand on a un problème de coupure de son, c'est principalement un problème avec le fil d'antenne. Parfois, on est capable de voir sur l'antenne qu'elle est brisée. Donc, à ce moment-là, c'est évident, on la change. Par contre, des fois, c'est pas visible, c'est les connexions à l'intérieur, des fois, qui se font pas bien. Donc, à ce moment-là, quand la qualité sonore change, on essaie les protecteurs de microphone. Quand ça marche pas, on essaie le fil de rechange. Donc, je spécifie fil de rechange. Alors, tout le monde qui reçoit un implant cochléaire reçoit 2 fils. Donc, soit un fil avec une antenne combinée, soit un fil, tout simplement. Ça dépend du modèle. Alors, vous en recevez 2, c'est-à-dire un qui est sur votre tête et un qui est dans le sac à dos qu'on vous a remis initialement. Alors, c'est très important. Je rappelle la consigne, c'est-à-dire que si vous changez votre fil, il est très important de renvoyer le fil défectueux à votre support technique. À ce moment-là, quand vous envoyez le fil qui est défectueux avec votre nom, bien sûr, à ce moment-là, ben, la personne au support technique sait que vous avez utilisé votre fil de rechange, puis va vous en envoyer un nouveau sans frais. Le problème, c'est lorsque les gens oublient de renvoyer le fil de rechange et le jettent à la poubelle, jettent le fil défectueux à la poubelle. À ce moment-là, malheureusement, ils n'ont plus de fil de rechange et doivent payer pour en avoir un nouveau. C'est dommage à ce moment-là. Alors, consigne importante, lorsqu'on change notre fil, on renvoie le fil qui est défectueux au support technique par la poste, puis à ce moment-là, on en reçoit un nouveau sans frais. Je vois qu'il y a des questions dans le chat, peut-être que je pourrais y répondre tout de suite. Alors, c'est la question, elle est de Madame Nancy. Possible de recevoir le visuel du Zoom, le texte? Oui, oui, donc on pourra certainement vous envoyer la présentation PowerPoint, Monsieur Labruyère, puis vous pourrez la partager Parfait, aux gens. parfait, très bien. On a une bibliothèque pour information à nos membres. On a une bibliothèque où c'est accessible toutes sortes de documents. Donc, avec l'autorisation, votre autorisation, on pourra la mettre accessible à tout le monde. Absolument. Donc, à Parfait. l'écran, on voit justement les coordonnées pour contacter le support technique ou le centre de dépannage de votre centre de programmation. Alors, au haut de la diapositive, on a les informations pour l'Hôtel Dieu de Québec. Donc, ça, c'est tous les patients
qui sont dans l'Est du Québec. Donc, quand on parle de soutien technique, on parle de toute problématique en lien avec les équipements, bris d'une pièce, quelque chose qui fonctionne pas bien sur l'implant. Donc, le premier réflexe, c'est souvent de contacter le support technique. Donc, je dirais dans 80% des cas, pardon, quand ça va pas bien, c'est souvent un problème avec une pièce. Donc, votre premier réflexe, c'est de contacter votre support technique. Donc, on a les coordonnées de l'Hôtel-Dieu de Québec en haut. Puis ensuite, au bas, on a les coordonnées pour l'IRD, l'Institut Raymond Dehors, qui sont pour les patients de l'Ouest. Alors, à l'Institut Raymond Dehors, ils ont le soutien technique, qui est pour la commande des pièces, quand on a une pièce qui est brisée. Puis, ils ont le service de dépannage, qui est lorsque quelque chose va pas bien avec le processeur et qu'on a besoin d'assistance immédiate, on peut contacter, là, il y a un audiologiste qui va pouvoir vous répondre. Donc, je vois aussi qu'il y a une J'ai question. une nouvelle question, oui. Alors, de la part de Monsieur Tony Franceschini, le changement des protecteurs de microphone doit-il se faire à l'hôtel-Dieu ou cela peut être fait en région ou recevoir les pièces chez soi? Absolument, tout peut être fait à la maison. Donc, lorsqu'on contacte le support technique de sa région, les pièces peuvent être envoyées par la poste. Puis ensuite, la personne peut le faire elle-même. Bien sûr, on peut contacter le support technique ou l'audiologiste pour qu'on puisse nous expliquer comment le changer. Si on s'en rappelle pas, il n'y a pas de problème. On est là pour ça. Merci. Parfait. Donc, maintenant, j'embarque dans comment optimiser les résultats avec son implant. Donc, bien sûr, le premier point qu'on a mis, c'est prendre soin de son implant. Donc, c'est sûr que si on ne prend pas soin de son implant, ça ne va pas bien fonctionner. Les microphones vont avoir de la poussière, ne va pas bien fonctionner. Donc, c'est la première chose, on prend soin de son implant comme je viens de vous l'indiquer. Ensuite, c'est très important de porter l'implant à tous les jours. Donc, on a mis en parenthèse un minimum de 10 heures. Alors, nous, quand on a quelqu'un là, qui nous dit que ça va pas bien avec son implant, que les équipements fonctionnent bien, on a une façon d'aller vérifier combien d'heures en moyenne la personne porte son implant. Puis c'est sûr que si la personne nous dit que ça va pas bien, puis qu'on se rend compte qu'elle le porte 1 heure par jour, 2 heures par jour, bien, on va commencer par indiquer qu'il faut maintenir un port régulier, donc minimum 10 heures à tous les jours. Donc, c'est bien important. Puis, l'implant cochléaire, c'est du courant électrique. Le courant électrique, c'est important que ça circule à travers les électrodes à tous les jours pour que le système fonctionne bien. Donc, on veut que le système fonctionne bien, puis des bons résultats. Donc, c'est deux raisons de porter son implant au moins 10 heures par jour. On a indiqué ensuite suivre les recommandations de suivi en programmation. Donc, selon votre audiologiste de programmation, selon vos particularités, on va suivre la recommandation de votre audiologiste pour le suivi en programmation qui est recommandé. Donc, si votre audiologiste vous a recommandé un suivi dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, c'est très important de suivre la recommandation, puis d'aller revoir votre audiologiste à cette fréquence-là pour s'assurer d'avoir les meilleurs réglages possibles, puis optimiser l'audition puis vos capacités auditives. Donc, encore une fois ici, je mets des coordonnées. Donc, celle-ci, ce n'est pas le soutien technique, mais plutôt pour prendre rendez-vous. Alors, si vous vous dites, ça fait longtemps que j'ai pas vu mon audiologiste de programmation, je serais peut-être dû pour un contrôle. On a mis les coordonnées ici pour que vous puissiez prendre rendez-vous. Donc, on a au haut les coordonnées pour l'Hôtel-Dieu de Québec. Je répète que c'est pour les patients de l'Est. Donc, c'est toujours la responsabilité du patient de contacter le département. Donc, il n'y aura pas nécessairement de rappel de la part de l'Hôtel-Dieu et même de l'IRD. C'est toujours la responsabilité, votre responsabilité de contacter pour prendre rendez-vous. Donc, à l'Hôtel-Dieu de Québec, on contacte le département de prise de rendez-vous. Donc, on a les coordonnées, soit par téléphone ou par courriel. Puis, pour les patients de l'IRD, on peut contacter directement votre audiologiste, soit par téléphone ou par courriel. Et si vous n'avez plus les coordonnées de votre audiologiste, là, on peut contacter le secrétariat. On a mis aussi les coordonnées. Vous aviez une question? Oui, alors moi j'ai une question à titre personnel, mais
est-ce que dès la première implantation, c'est la personne implantée doit prendre ses rendez-vous 6 mois ou à l'année? Il n'y a pas de rappel. C'est une excellente question. C'est sûr que ça va dépendre. On fonctionne pas nécessairement tous de la même façon, là, les centres de programmation. Peut-être que je pourrais répondre, puis Tamara, peut-être que tu pourras répondre ensuite là, pour. Donc moi, je peux répondre pour l'Hôtel-Dieu de Québec. Comment ça va fonctionner de notre côté? Donc, pour la première implantation, on va avoir plusieurs rendez-vous là, déjà prévus à l'horaire. Puis, lorsqu'on a terminé, on a fait l'activation, il y aura eu une convalescence, ensuite il y aura eu une programmation qui s'échelonne sur 3 jours. La personne quitte ensuite pour sa réadaptation, là, trois fois par semaine pendant 8 à 10 semaines. Puis ensuite, à l'Hôtel-Dieu de Québec, on revoit la personne environ un 6 mois après la chirurgie, je dirais. Puis cette rencontre-là, on la place sur une liste de rappel. Donc, pour être certaine de ne pas perdre la personne dans les brumes. Ensuite, on indique à la personne notre suivi recommandé, puis on lui rappelle que c'est très important qu'à partir de maintenant, c'est sa responsabilité de contacter le département. Donc, pour les patients de l'Est, c'est comme ça que ça fonctionne. Je laisse ensuite Tamara expliquer comment ça fonctionne pour les patients de l'Ouest. Oh, Tamara, on t'entend pas. Pas? Oui, on t'entend. OK. Donc, je vais aussi en profiter pour répondre à la question qui est dans le chat parce que ça n'a pas de lien avec la première question. Donc, c'est est-ce qu'on peut il arrive qu'une batterie soit défectueuse? Est-ce qu'on procède de la même façon que pour le protecteur de micro de l'implant en renvoyant la batterie au service technique? Ça va dépendre de la garantie. Lorsque vous avez reçu votre implant, il y a toujours une garantie annuelle qui s'applique sur les piles. Si vous en avez acheté en cours de route, la garantie se prolonge sur l'achat de la pile que vous venez de faire. Alors oui, on peut remplacer en recevant la pile, mais il faut que la pile soit encore sous garantie pour faire l'échange. Pour qu'est-ce qui est de la suite en lien avec la programmation, quand c'est une nouvelle implantation, on ne suit pas les usagers à l'IRD. C'est une première année au CUSUM qui est faite et les rendez-vous sont prévus à l'avance. Souvent, dépendamment de la situation, il arrive que des rendez-vous soient rajoutés, mais la fréquence est autour de 2 à 3 fois dans la première semaine. Après ça, on les revoit un mois plus tard, 3 mois, 6 mois et un an après. Nous, après ça, on va regarder un peu selon les besoins, mais habituellement, on fait des suivis annuels ou aux 6 mois pour les enfants. C'est sûr qu'on aime beaucoup quand les usagers nous rappellent pour la prise des rendez-vous parce que ça vous responsabilise au fait que c'est important de venir nous voir une fois de temps en temps parce que c'est pas vrai qu'un ajustement qu'on fait va rester bon tout le temps. Votre oreille, votre implant, votre corps change dans le temps, vos besoins changent et les ajustements aussi. Très bien, merci. Donc, c'est un petit peu la même chose pour un rehaussement. Après un rehaussement, ben, il faut continuer à faire un suivi de son propre chef, à savoir si, tiens, si tout va bien au bout d'un an, je vais prendre rendez-vous. Exactement. Donc, on fait ce suivi-là toute une vie. On est implanté pour la vie, alors ce suivi-là est nécessaire durant toute la vie. Donc, maintenant, si je poursuis, on est toujours dans la section comment optimiser les résultats avec son implant. Lorsque vous avez eu soit votre rehaussement ou votre premier implant, vous avez choisi des accessoires. Donc, dans le cas d'une nouvelle implantation, c'est la veille de la chirurgie qu'on choisit les nouveaux accessoires, du moins pour les patients de l'Est. Alors, je vais expliquer les accessoires, mais il est fort possible que vous n'ayez pas nécessairement tous les accessoires. Ça dépend de ce que vous avez choisi. Donc, dans le fond, les différents accessoires qui sont possibles peuvent permettre d'améliorer la compréhension de la parole dans différents contextes. Alors, il existe des microphones sans fil. Alors, le microphone sans fil, donc, c'est un petit microphone qu'on vient
pincer au niveau du chandail ou avec une corde qu'on porte. Ah, Tamara nous le montre à l'écran, c'est vraiment super. Donc, elle nous montre différents modèles selon les différentes compagnies. Donc, j'espère que tout le monde peut avoir accès à l'écran de Tamara pour voir. Donc, on voit que c'est quand même assez petit. Donc, on peut pincer le microphone sur le chandail ou le porter avec une corde. Donc, le modèle que Tamara a une corde en ce moment. Alors ça ici, à quoi ça sert? C'est qu'on va remettre le microphone à quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas le porteur d'implant qui porte le microphone, c'est quelqu'un d'autre qui le porte. Donc, par exemple, ça peut être pendant une conférence, on le remet au conférencier. Ça peut être dans une réunion, ça peut être au restaurant avec une personne, ça peut être dans la voiture. Donc, à quoi ça sert? Ça sert à ce que la voix de la personne qui parle dans le microphone la voix, elle est captée, puis elle est transmise directement dans l'implant. Donc, c'est possible qu'avec l'implant, on continue à entendre les sons autour. Ça dépend de divers ajustements. Donc, on peut continuer à entendre ce qui se passe autour, mais on entend aussi la voix de la personne directement dans l'implant. Donc, ça peut aider à réduire un effet de distance, un effet de bruit de fond. Donc, ça peut faciliter la compréhension. Donc là, je vois qu'il y a plusieurs questions là, qui sont apparues dans le chat. Et même vous aussi, Monsieur Labruyère. Oui, apparemment, Madame Marie-Claude a un microphone et elle dit que c'est très pratique. Moi, j'avais une question. Si les personnes n'ont pas eu cet accessoire au départ, est-ce qu'ils peuvent le demander par après? Est-ce que c'est gratuit? Comment ça marche? Donc, il est toujours possible de se le procurer par la suite. On peut contacter le support technique de sa région. Donc, il y a différentes options. Habituellement, si on ne se l'est pas procuré dans le choix des accessoires, il y a toujours possibilité de l'acheter. Donc, le support technique peut vous référer à l'endroit où l'acheter. Puis, dans certains cas, on peut être chanceux. Il est possible que certaines personnes qui n'utilisaient plus leurs accessoires les ont remis à leur support technique. Donc, quand ça arrive, ben, on peut faire don de ces accessoires-là si la personne, si on a une demande là, pour un accessoire. Donc, il faut être chanceux. Ça ne veut pas dire qu'on en a tout le temps ni de tous les modèles, mais ça peut arriver qu'on puisse en remettre gratuitement. Bien sûr, quand on remet des accessoires comme ça gratuitement, ben, il n'y a pas de garantie. Ok, très bien. J'ai deux questions. La question de Nancy. Que donne l'appareil auditif de l'autre oreille avec l'implant? Oui, donc justement, c'est un point là, que j'allais discuter, donc je vais y aller tout de suite. Alors, il existe des appareils auditifs qui sont compatibles. Donc, il faut être certain que ce soit le bon modèle qui est compatible avec l'implant cochléaire. Donc, dans le doute, on peut poser la question à son audiologiste, voire même son audioprothésiste. Donc, c'est un appareil qui est compatible avec l'implant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la compatibilité? C'est que, par exemple, par exemple, que j'ai un implant ici, puis que j'ai un appareil auditif ici. Donc, un appareil auditif, qu'est-ce que ça fait? Ça amplifie les sons, ça rend les sons plus forts. Alors que l'appareil auditif soit compatible ou non, on peut porter un appareil auditif dans l'autre oreille si ça nous donne des bénéfices. Quand on parle d'un appareil auditif qui est compatible, c'est qu'à ce moment-là, quand on utilise des accessoires, comme par exemple le petit microphone dont je parlais, ou plus tard, je vais parler du système pour la télévision, c'est qu'à ce moment-là, quand on porte un appareil auditif qui est compatible avec l'implant cochléaire, c'est que le son est envoyé dans les deux oreilles. Alors que quand on a un appareil auditif qui n'est pas compatible avec l'implant, on va pouvoir bénéficier de l'amplification de cet appareil auditif-là. Mais quand on va utiliser un accessoire qui diffuse le son va être diffusé seulement du côté de l'implant cochléaire et non dans les deux oreilles. Donc, quand on a un appareil auditif qui est compatible, en plus d'avoir l'amplification, on a le son des accessoires qui est diffusé des deux côtés. Donc, c'est ça qui est intéressant. Je vois qu'il y a plusieurs questions. Oui, merci. Euh, J'avais une autre question. Lorsqu'on utilise le microphone, le son transmis provient simultanément, ce qui vient du microphone et le son capté par le microphone du processeur, ou bien faut-il choisir d'où vient le son?
C'est une très bonne question. Donc, on peut, selon certains modèles, ajuster ce qu'on va appeler le ratio. Le ratio entre ce qui est perçu par les microphones de l'implant et le microphone que l'autre personne va porter au cou. Donc, qu'est-ce que je veux dire par le ratio? C'est que, par exemple, si j'ai mon implant, ben, à ce moment-là, mon implant, 100% des microphones sont activés. Si j'utilise mon implant et un microphone en même temps, il est possible d'avoir, par exemple, un ratio de 50-50. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 50% des sons qui viennent de l'environnement et 50% des sons qui viennent du microphone. On peut changer le ratio comme ça ou on peut même avoir un 100% accessoire, c'est-à-dire que les microphones sont coupés. Donc, si quelqu'un nous parle pendant qu'on utilise l'accessoire, on ne l'entend pas, mais on entend 100% l'accessoire. Donc, ça, ce ratio-là peut se changer à différents endroits. Il peut se changer auprès de votre audiologiste ou tout dépendamment de votre modèle d'implant, il peut se changer là, via une application mobile sur le téléphone. Est-ce que ça répondait à la question? Merci. Oui, en tout cas, moi j'ai bien compris, merci. Et puis, en fait, après, c'est Monsieur Morin qui avait besoin de sous-titrage. Je voulais savoir si c'était réglé. On l'a essayé de l'aider en répondant dans le chat. Oui, merci mille fois. Bon, bah, très bien. Il n'y a plus de questions. Parfait. Donc, si je continue dans les accessoires, j'ai parlé du microphone sans fil. Il existe aussi des systèmes d'écoute pour la télévision. Donc, ça, ce sont des systèmes qu'on va brancher puis qu'on va laisser sur le meuble de télévision. Donc, on va brancher dans la télévision et ça nous permet de diffuser le son de la télévision directement dans notre implant cochléaire. Et si on a la prothèse compatible, ben, directement dans les deux oreilles. Donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même apprécié des gens, je dirais, et souvent très utilisé. Le prochain point, on a écrit Bluetooth si compatible. Sinon, utiliser un accessoire. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que la plupart des implants maintenant sont compatibles avec le Bluetooth, donc les modèles plus récents. Donc, par exemple, un téléphone cellulaire pourrait diffuser du son, donc les appels téléphoniques, des vidéos, de la musique, ça pourrait être diffusé directement dans l'implant cochléaire. Par contre, il y a certains modèles de processeurs qui ont besoin d'avoir un accessoire pour diffuser le son si le téléphone n'est pas compatible. Donc, c'est sûr que je peux pas. Oui, donc là, Tamara nous montre à l'écran, si vous pouvez la regarder, ça, c'est un des accessoires qui permet de diffuser le Bluetooth dans l'implant cochléaire si notre téléphone n'est pas compatible. Donc, c'est pas possible pour moi, là, aujourd'hui, de vous lister tous les modèles de cellulaires qui sont compatibles avec chacun des modèles d'implants. Ça, c'est de l'information qu'on peut trouver sur Internet ou sinon, vous pouvez très bien contacter là, votre audiologiste ou votre support technique. Donc, dans des cas de modèles de téléphone qui ne sont pas compatibles, donc, on doit utiliser un accessoire qui permet de faire le relais entre le téléphone et l'implant cochléaire. Mais ça permet quand même d'entendre le son du téléphone directement dans l'implant cochléaire. Alors que si le modèle est compatible, ben à ce moment-là, on n'a pas besoin d'accessoires. On peut prendre notre téléphone et directement entendre le son dans son implant cochléaire. Et encore une fois, si on a l'appareil compatible, dans les deux oreilles. Il y a des questions. Alors, en fait, c'est juste une petite mise au point que quand Tamara va présenter, ce serait bien aussi qu'elle refasse voir un petit peu les objets qu'elle a montrés, parce que tout le J'avais monde ne prévu voyait de le pas. faire. Bon, bah parfait. Donc, c'est juste pour préciser dans le chat que Tamara va nous refaire voir les petites composantes. Très bonne idée. Donc, ensuite, finalement, on a le kit pour la baignade. Alors, il faut savoir que certains modèles très récents, donc Tamara en ce moment nous montre à l'écran le kit pour la baignade pour le modèle d'Advance Bionics. Je vais la laisser sortir les autres modèles, puis moi, je vais continuer. Donc, en fait, certains modèles récents sont compatibles, pardon, sont pas compatibles, pardon, ils sont
on peut aller dans l'eau avec. Donc, ils sont complètement submersibles. Donc, il faut faire attention, il faut se renseigner et ne pas penser que son modèle pourrait être submersible alors qu'il ne l'est pas. Donc, il faut vraiment se renseigner. Est-ce que votre modèle il est possible d'aller dans l'eau avec votre processeur, mais à ce moment-là, votre audiologiste vous l'aura certainement dit et on parle de modèles récents là, qui sont sortis dans les dernières années. Donc, si ça fait un certain temps que votre modèle est sorti, c'est pas une bonne idée d'aller dans l'eau avec. Donc, à ce moment-là, si on veut aller se baigner avec notre processeur, c'est possible. Donc, à ce moment-là, ça prend des accessoires un accessoire dans lequel on va placer notre processeur. Donc, Tamara cherche activement à vous les montrer dans son bureau. Donc, c'est un kit dans lequel on peut mettre le processeur et qui nous permet d'aller nous baigner. C'est sûr que la qualité sonore, ensuite, lorsqu'on est dans l'eau, c'est pas fait pour bien entendre sous l'eau. C'est plutôt fait pour ne pas avoir à enlever notre processeur lorsqu'on va dans l'eau. Donc, c'est certain que on a remis à la toute fin en cas de besoin. N'hésitez pas à contacter votre audiologiste de programmation. Donc, ici, on voit Tamara. Si tu peux nous le remontrer à l'écran. Donc, ici, ça, c'est le kit de baignade pour le modèle contour d'oreille de Cochlear. Je ne sais pas si tu vas nous en montrer d'autres, Tamara. Oui? Non? Parfait. Donc, c'est ça. Donc, on n'hésite pas à contacter notre audiologiste de programmation quand on veut savoir comment optimiser les résultats avec notre implant, quand on veut savoir comment prendre soin de son implant. Et j'en profite ici pour répéter de nouveau que c'est tout à fait normal d'avoir des résultats différents d'une personne à l'autre. Donc, Isabelle nous en a quand même parlé tantôt, mais c'est possible qu'on ait quelqu'un qu'on connaît qui soit capable de parler au téléphone, alors que nous, on l'est pas, on soit pas capable. Donc, c'est possible. Alors, les performances, même lorsque tout est optimisé, ça dépend de plusieurs choses, ça dépend de, de, de toutes sortes de facteurs. Alors, en cas de doute, si on se pose des questions, on peut contacter notre audiologiste pour les poser. Donc, je vais passer la parole à ma collègue Tamara. Bonjour, je suis contente de vous parler des rehaussements. Donc, c'est toujours un moment incroyable dans la vie d'une personne implantée que de voir le rehaussement. Parce que qu'est-ce que ça fait? C'est que on voit la technologie avancer avec nous et on profite toujours des nouveaux avantages que ça donne. Alors, c'est toujours très palpitant. Alors, pourquoi est-ce qu'on procède à des rehaussements? Qu'est-ce que c'est des rehaussements? Donc, c'est lorsque la technologie qu'on a présentement, qu'on a eue lorsqu'on a été implanté au début ou qu'on a déjà eu par le passé d'un autre rehaussement, arrive à désuétude, obsolescence, donc que la compagnie considère que ce n'est plus réparé, que le processeur est trop vieux, n'est plus nécessaire de produire de pièces ou tout simplement de le remplacer par une nouvelle technologie, que ça coûte maintenant beaucoup plus que ça en vaut la peine de conserver la vente et le remplacement. Ils décident de mettre la fin de vie commerciale. Et c'est là qu'on appelle ça une désuétude. Le gouvernement, comme ça coûte très, très cher, des kits de rehaussement, l'implant lui-même coûte très, très cher, la chirurgie et tout, ils vont attendre officiellement l'annonce de la fin de vie commerciale du produit avant de donner le budget pour qu'on puisse procéder au rehaussement. On ne peut pas, par exemple, vous vous rendez compte qu'il y a un nouveau modèle qui est sorti sur le marché, vous aimeriez donc l'avoir, ce nouveau modèle-là. Ça fonctionne pas comme ça. Il faut vraiment attendre que votre processeur soit déclaré comme désuet, rendu obsolète, pour qu'on puisse procéder au rehaussement. Quand le rehaussement est annoncé, vous n'allez pas être oublié parce qu'on a toujours une liste de tous nos usagers, tous nos porteurs du modèle et on va vous contacter par la poste habituellement, avec un formulaire à remplir qui vous explique tous les accessoires qui sont disponibles, qui vous explique aussi les différences entre votre modèle que vous avez et le nouveau. Et des fois, qui vous présente un nouveau modèle qui n'était pas disponible au moment où est-ce que vous avez eu votre premier implant. Je donne par exemple l'exemple du Kanso.
qui n'était pas quelque chose qui était disponible nécessairement quand les gens ont été implantés et qui maintenant est un nouveau modèle. Les gens ne le connaissent pas nécessairement, mais très intéressant aussi. Donc, si vous avez des questions suite à la réception du formulaire, même si tout est bien expliqué, c'est normal. On peut toujours, les audiologistes des centres de programmation, répondre à vos questions, vous accompagner pour vous aider à remplir les formulaires, parce que ça va aussi en fonction d'un nombre de points, en fonction du prix des accessoires et de ce que la compagnie offre comme paquet. On appelle ça un package deal, on pourrait dire. Donc, si vous avez des questions, contactez-nous. C'est sûr que il y a beaucoup de personnes qui sont habituellement visées par un rehaussement quand la désuétude est annoncée. Alors, à ce moment-là, on est obligé de procéder par priorité. Ça peut s'échelonner sur plusieurs années, dépendamment du budget que nous avons, des disponibilités aussi des équipes d'audiologistes. Alors, même si la désuétude est annoncée, ça ne veut pas dire que vous allez être rehaussé le mois d'après. Ça peut prendre quelques années. Monsieur Laprière, je pense que vous aviez une question, mais vous avez disparu. Est-ce que la question Non, a été répondue? c'est ça, vous êtes en train de répondre à la question. C'est justement, comme il y a beaucoup de monde qui se font rehausser en même temps, combien de temps ça peut prendre? Moi, j'ai un membre ça fait 2 ans qu'il attend, et puis il s'impatiente. Il dit, ah, je suis pressé d'avoir mon rehaussement. Les délais qu'on vit présentement sont des délais que nous avons déjà vécus auparavant pour les autres rehaussements qui ont peut-être pas été connus par votre membre. Il y a eu la fusion de Santé Québec qui n'a pas du tout aidé aux fusions des budgets. Il y a eu un équilibre budgétaire qui a dû être mis en place pour toutes les CIUS et CIS du Québec, ce qui a fait en sorte que les achats, il y a eu un gros gel en lien avec l'octroi de budget dans plusieurs départements et services, qui a fait en sorte qu'on a été retardé beaucoup parce qu'on attendait le budget pour pouvoir rehausser, acheter les équipements, en fait. Alors, le 2 ans équivaut à peu près aux 2 ans que ça leur a pris pour avoir accès au budget. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui est de notre ressort, malheureusement, mais les budgets sont revenus depuis quelques mois. Alors, on continue, on recommence et on essaie d'aller le plus vite qu'on peut pour pouvoir passer tout le monde, bien sûr. Alors, c'est sûr que comme vous l'avez à l'écran, les priorités on va vraiment en fonction des personnes les plus vulnérables. Donc, c'est sûr qu'une personne sourde aveugle qui n'a plus ses yeux pour se déplacer a absolument besoin de ses oreilles pour sa sécurité et son autonomie à la maison. Alors, c'est une personne qu'on va passer en premier. Les enfants qui ont besoin absolument que leur processeur fonctionne parce qu'ils sont en plein développement de leur langage vont aussi être priorisés. Étudiants et travailleurs, parce que si leur implant lâche, on fait ce qu'on peut pour leur fournir des pièces usagées, des pièces que nous avons encore dans notre inventaire. Mais si leur implant brise et que nous n'avons plus rien, ils ne peuvent plus étudier, ils ne peuvent plus aller au travail. Et on termine après ça habituellement avec les personnes qui ne sont pas sur le marché du travail. On vous considère tous et tous comme étant importants. C'est juste que en contexte de budget, on est obligé de faire des choix qu'on n'aime pas vraiment non plus faire, mais qu'on est obligé de faire, malheureusement. Alors là, comme je disais, tout le processus est dépendant du budget, mais là, le budget, nous l'avons. Alors, ça va assez rondement présentement, donc vous devriez avoir des nouvelles sous peu, si vous ne les avez pas déjà pour un rendez-vous bientôt, j'espère. Donc, comment ça fonctionne pour un rehaussement? C'est lorsque vous arrivez à votre rendez-vous, vous recevez votre nouveau processeur, mais vous nous remettez tout l'ancien équipement parce que la plupart du temps, les pièces que vous aviez avec votre ancien équipement ne sont plus compatibles. Ou on veut éviter aussi des mélanges dans les pièces et éviter que on vous essaye de forcer des anciennes piles sur un nouveau processeur et que ça brise. Donc, on va faire le triage des choses qui sont encore bonnes, des choses qu'on peut vous laisser et de qu'est-ce qui doit être récupéré. On va évidemment en profiter pour vérifier si la programmation, les réglages, le volume, tout est encore adéquat et ajusté.
Certaines personnes vont éviter de faire des changements en lien avec la programmation parce que déjà le changement du processeur est un gros changement en tant que tel. Alors, on veut éviter de mélanger. S'il y a quelque chose qui va pas bien, est-ce que c'est les ajustements qu'on vient de faire? Est-ce que c'est le processeur? Tout dépend de votre situation. Et évidemment, si jamais on vous donne tous les équipements, on essaie de vous les expliquer le plus possible, mais ça fait quand même beaucoup d'informations à retenir. Si vous êtes plus ou moins à l'aise avec la technologie, il est toujours possible pour nous de vous référer à votre centre de réadaptation, de faire une demande de réouverture si votre dossier de réadaptation n'est plus actif, pour que quelqu'un puisse vous aider à la maison, par exemple, avec vos accessoires, pour le branchement, pour faire un peu de pratique des manipulations. Comme je disais, ça représente une très grosse période de changement et une adaptation nécessaire. Alors souvent, il faut se laisser le temps un peu de s'adapter au changement et après ça, finalement, je connais pas beaucoup de personnes que ça a été difficile. Souvent, c'est plus positif que négatif le changement qui s'accompagne avec un rehaussement. Si un J'ai processeur est désuet et brise, la priorité change-t-elle pour la personne concernée? Excellente question. Ça va dépendre comment je pourrais dire, ça va dépendre des équipements que nous avons, parce que chaque centre a des équipements de dépannage. On a des processeurs qu'on peut prêter, on a des fils, des antennes, on a des choses pour vous dépanner le plus possible, mais on peut pas vous dépanner à long terme pendant 2, 3 ans. Les pièces finissent toujours par diminuer parce qu'elles ne sont plus produites avec le temps. Alors, c'est sûr que si on se rend compte, par exemple, qu'on n'a plus de pièces et que votre processeur brise, on va essayer de faire notre possible pour vous rehausser en premier. Donc, une chose souvent qu'on oublie de mentionner, c'est que quand on obtient un nouvel équipement, donc que ce soit lors de l'implantation ou lors d'un rehaussement, le one-time loss recommence. C'est quand même une protection qui vaut de l'or en tant que telle. C'est offert par la compagnie qui s'occupe de fournir le rehaussement et ça vous protège une fois en cas de perte, vol de votre processeur ou un incendie qui ferait en sorte que votre processeur serait perte totale. Alors, c'est une protection qui, en tant que telle, garantit que tout ce que vous avez à l'oreille qui est nécessaire pour votre fonctionnement, donc le processeur, la pile, ainsi que l'antenne, le fil antenne, va être remplacé. Donc, c'est une protection qui vaut 12 000 qui vous est offerte gratuitement une fois durant les 5 ans. Si vous l'utilisez, par exemple, vous êtes malchanceux dans la 3e année, à ce moment-là, on vous recommande fortement de vous inscrire avec le fonds d'aide spécifique de la SCQ pour couvrir les autres années si une nouvelle malchance devait arriver ou d'aller avec vos assurances de maison. C'est vous qui décidez qu'est-ce qui est le plus avantageux pour vous. Oui, monsieur. Oui, Couillard. justement, j'avais j'avais cru comprendre auprès des compagnies d'implants que le rehaussement, la couverture était de 3 ans, ou c'est 5 ans. Non, c'est 5 ans aussi. C'est 5 ans 3 ans, aussi. oui, 3 ans, c'est international. Donc, si quelqu'un, par exemple, est implanté en France, ça va être 3 ans. Pour le Ah, reste du ok. Canada, si je me trompe pas aussi, Marie-Ève, pour le reste du Canada aussi, je pense que c'est 3 ans. Le Québec a réussi à négocier parce qu'on est des bons payeurs, des petits avantages de ce type-là, comme avoir une extension sur le one-time loss. Ah, bah ça c'est une bonne nouvelle alors. Bon, donc Hmm. même le rehaussement, c'est 5 ans, un one-time loss, et puis ensuite, comme vous l'avez bien expliqué, la SCQ, avec le fonds d'aide spécifique, peut payer la franchise qui est de 1 500 $ en ce moment. Exactement. Est-ce qu'il y a il y a des besoins en lien avec un rafraîchissement de c'est quoi le one-time loss? Parce que je peux un peu préciser sur franchise one-time loss ou Oui, c'est beau oui. pour tout le monde. Non, je pense que de réexpliquer, ça ferait du bien à tout le monde, parce qu'on me pose souvent la question. Parfait. Alors, à ce moment-ci, pourquoi un one-time loss? Parce que c'est un équipement qui coûte, comme je vous l'ai dit, excessivement cher. Tout ce qu'on vous donne est autour de 12 000, 13 000 incluant les accessoires que vous recevez. Alors,
Si vous perdez ça, je ne connais pas beaucoup de gens qui sont capables de se repayer un processeur de sa poche 12 000 $ d'un coup. Alors, la compagnie donne cette protection-là justement pour éviter que quelqu'un se retrouve dans le besoin, mais aussi, comme c'est quelque chose qui a été déboursé avec les frais du ministère de la Santé, on s'occupe d'assurer en arrière. Ça, vous le voyez pas, mais il y a une assurance qui est déjà mise de côté par le CHU de Québec et par l'IRD. Donc, cette assurance-là, vous la voyez pas, mais elle est toujours appliquée. Et ce qui fait en sorte qu'une fois que le one-time loss est utilisé, notre assurance embarque. Mais si on fait une réclamation comme toute assurance, quand on va pour réclamer quelque chose qui coûte très cher, on a une franchise à payer. Et c'est cette franchise-là que on va vous demander de payer si vous n'avez pas, par exemple, décidé de vous abonner avec le fonds d'aide spécifique ou que vous ne demandez pas de l'aide à votre assurance maison. Alors, c'est 1 500 $. Il y a des personnes qui décident de pas faire de protection sur cette franchise-là. Il y en a d'autres qui décident de le faire. C'est vraiment libre à vous, mais il faut savoir que si vous le perdez, vous devez le payer tout de suite pour en réavoir un. Donc, c'est exactement ce que je disais. Donc, le centre désigné assure, mais c'est le déductible, c'est un peu la franchise que vous devez payer pour le remplacement. Et maintenant, pour qu'est-ce qui est actuellement visé par le rehaussement, il y a, je dirais qu'on est dans un contexte où il y a eu tellement un délai long dans les différents, par rapport à la première des suétudes qui a été annoncée, que là, on se retrouve à avoir plusieurs compagnies qui se font, et plusieurs modèles qui se font rehausser en même temps. Donc, nous avons le Nucleus 6 de Cochlear qui est sorti, je pense, en 2015, 2016 à peu près. Alors, sa date d'obsolescence a été annoncée le 31 mars 2023 et nous avons encore des personnes, des porteurs qui doivent être rehaussés en ce moment parce que le budget ne l'a pas permis avant de finir les rehaussements pour le Nucleus 6. Nous avons aussi, on va continuer, le nucléus 6, mais plus spécifiquement le nucléus 6 pour les personnes qui ont la partie interne N22. Donc, on parle de personnes qui ont été implantées dans les années 80 et début 90. Eux ne peuvent pas aller avec le nucléus 8 ou le Canso 3 qui avait été montré précédemment parce que la partie interne, donc l'implant, n'est pas compatible. Alors, eux vont pouvoir bénéficier du rehaussement, mais vers le nucléus 7 qui ressemble beaucoup au nucléus 8. Et nous avons aussi, par le temps que le 6 a été déclaré désuet, le Canso 1 est sorti, et après ça, le Canso 2 est sorti, et le Canso 1 est tombé en désuétude le 30 septembre 2025. Alors, lui aussi fait office d'un rehaussement pour soit le nucléus 8 ou le Canso 3. Si vous regardez à l'écran, les modèles se ressemblent beaucoup. Ce qu'on voit surtout, c'est que les modèles sont un peu plus performants en termes de piles, sont un peu plus petits, plus minces et de plus en plus résistants à l'eau pour les personnes un peu plus aventureuses qui, des fois, peinaient à faire une sortie en camping parce que leur processeur tombait toujours en panne à cause de l'humidité. Ça arrive de moins en moins souvent. Par contre, je tiens à mentionner que c'est pas parce que des processeurs sont rendus de plus en plus résistants à l'eau qu'on peut nécessairement se baigner avec sans utiliser les protections appropriées et surtout pas négliger de les mettre dans le déshumidificateur tous les soirs. Parce qu'il y a toujours une accumulation des dégâts relatifs à l'humidité qui s'accumulent sur les jours et les semaines et les mois. Nous avons ensuite de ça, dans une autre compagnie, Advanced Bionic, le NAIDA Q90 et le Neptune, qui sont aussi à être rehaussés vers le Marvel 90 ou le Sky pour les enfants, le Sky 90. En ce moment, c'est ça qui est un peu plus compliqué. Les personnes qui se font implanter présentement ou qui se font rehausser présentement
ont accès à l'option pour le futur d'Advanced Bionic. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Advanced Bionic sont persuadés que très bientôt, ils vont sortir le nouveau modèle qui va remplacer le Marvel 90. Ils n'ont pas de nom encore, ils n'ont pas de date officielle, on ne sait même pas à quoi il ressemble, mais la sortie serait imminente. Alors, ils nous disent, si entre le temps que vous vous faites implanter ou que vous êtes rehaussé, les 12 mois suivants, le nouveau modèle sort, nous nous engageons à faire un remplacement pour la nouvelle technologie sans frais. De votre côté, vous avez absolument rien à faire. C'est vraiment quelque chose que nous allons gérer. Donc, en fonction des dates de rehaussement, vous allez le savoir si vous êtes éligible ou pas par un audiologiste ou le soutien technique qui va vous appeler pour la suite, pour vous en informer et faire un changement, par exemple, d'accessoires s'il y a lieu. Mais d'après ce que je comprends, les accessoires qui sont fournis présentement avec le Marvel 90 devraient être compatibles avec le nouveau, de ce que j'ai compris. Mais on est nous-mêmes en train d'avoir de l'information là-dessus, alors je ne peux pas vous donner plus de détails à ce sujet. Oui, on est déjà rendu aux questions, mais avant que les questions commencent, j'avais promis de faire un petit suivi pour les accessoires que vous devriez avoir reçus si vous avez été rehaussé ou que vous aurez le choix de prendre dans votre formulaire. Pour Advanced Bionic, nous avons le Partner Mic, qui est un petit micro qui est vraiment fait pour du 1 à 1 le plus possible. Donc, pour quelqu'un avec qui vous voulez sortir au restaurant, pour des balades en voiture ou en vélo avec une personne. C'est vraiment fait pour du 1 à 1. Et nous avons ensuite de ça comme autre micro, le Roger. Le Roger On, qui est très, très versatile dans son utilisation. Il peut être connecté à une télévision, à un ordinateur, peut être utilisé pour des rencontres Zoom, peut être utilisé en petits groupes et en individuel, en un à un, parce qu'il s'adapte à la situation. En cochléaire, dans les micros, nous en avons un, mais qui est à peu près l'équivalent du Roger. C'est le mini microphone 2+. Il peut lui aussi être branché à un ordinateur ou à une télévision avec le bon adaptateur. Il peut être utilisé en petit groupe ou en individuel si la personne le porte au cou. Pour ce qui est du Bluetooth en lui-même, Advanced Bionic n'offre pas d'accessoires parce que dans le processeur lui-même, le Bluetooth s'y trouve et il se connecte à tout ce qui est Bluetooth. On parle donc de téléphone iPhone, Android, ordinateur, tablette, PlayStation, télévision, tout ce qui a du Bluetooth. Cochléaire, pour certains modèles de téléphone, on peut utiliser le phone clip ou aussi pour se connecter en main libre à un ordinateur ou à une tablette qui n'est pas iPhone ou iPad. Pour ce qui est de la télévision, nous avons en cochléaire le TV Streamer qui est un peu plus gros, mais la taille ne change rien dans le sens où est-ce qu'il est branché à la télévision et on l'oublie. Pour Advanced Bionic, nous avons un accessoire plus petit, le TV Connector, qui se connecte à la télévision également. Pour la baignade, je vous les ai montrés tantôt, mais je remontre encore le petit kit Aqua Plus. Pour le Nucleus 8, il existe un équivalent pour le Kanso. Et pour le Marvel, c'est une petite batterie qui est résistante à l'eau, à laquelle on va brancher une antenne longue pour se connecter. Ben, merci Tamara. Je propose qu'on arrête le partage d'écran. Et puis, il y a des questions. Ok, il y a des Oui, questions. on est avec les questions. Je voulais juste, dans le fond, je le sais que la rencontre tire à sa fin. Nous, il nous restait qu'une petite portion des questions fréquemment posées. Je ne sais pas si c'est correct qu'on étire un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on peut étirer encore une dizaine de minutes. Parfait. Si,
vous êtes invités à rester pour ceux qui veulent. Et puis, ceux qui doivent Parfait. partir, bah, là, ça va être enregistré. Vous pourrez revoir la fin de la rencontre plus tard si vous voulez. Merci. Parfait. Alors, je vais revenir avec vous là, pour terminer la rencontre. Je vais essayer d'y aller quand même assez rondement. Donc, on a regroupé les questions qui étaient le plus souvent posées là, au cours des rehaussements. Donc, question. Quand on procède au rehaussement des processeurs, est-ce qu'on doit remplacer également la partie interne de l'implant? La réponse, c'est non. Donc, les processeurs vont être remplacés par des modèles compatibles avec la partie interne. Donc, il n'y a aucune chirurgie qui est impliquée lors des rehaussements. Est-ce qu'on peut demander de se faire réimplanter pour être en mesure de bénéficier de rehaussement de processeurs? Alors, la réponse est non, parce que la réimplantation, comme toute chirurgie, va comporter des risques. On ne sait jamais comment ça va se passer. Donc, tant que l'implant fonctionne, on garde la partie interne. Et puis, elle va être remplacée seulement si elle n'est plus fonctionnelle ou qu'il y a une raison médicale, s'il y a une infection, puis qu'ils doivent enlever la partie interne à ce moment-là. Ensuite, est-ce que le rehaussement des processeurs est offert systématiquement après un certain nombre d'années, comme pour les prothèses auditives attribuées par la RAMQ? Fait que pour les prothèses auditives, c'est aux 6 ans qu'il y a un changement d'accepté. Mais pour les rehaussements de processeurs d'implants, il n'y a pas de nombre d'années systématique. C'est très variable. Donc, c'est vraiment la compagnie qui va décider quand le processeur va être déclaré désuet. Puis ensuite, il faut avoir l'autorisation puis le financement du ministère de la Santé pour procéder au rehaussement. Est-ce qu'on peut refuser de se faire rehausser? La réponse, oui et non. En fait, c'est possible de retarder le rehaussement. Par contre, si votre implant brise puis qu'il y a plus de pièces, ben là, vous n'aurez pas le choix d'être rehaussé pour votre processeur parce que sinon, vous ne pourrez plus entendre. Donc, c'est possible là, de faire des compromis parfois, mais à un moment donné, on n'a pas le choix parce qu'il n'y a plus de pièces pour réparer votre processeur. S'il y a un problème là, avec le rehaussement, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Pas vraiment. Donc, c'est sûr que puisque le processeur il est déclaré désuet, il n'y aura plus de pièces après un certain temps, fait que ça ne sera pas possible de remplacer vos pièces qui ne fonctionnent plus. C'est sûr qu'on vous recommande quand même de contacter votre audiologiste pour essayer de trouver la meilleure option pour vous. On peut essayer de trouver là, un entre-deux pour vous accommoder aux besoins. Et voilà. Alors, ça complète la présentation.